Bonjour à tous, bienvenue sur BBI Boss Business Interview, le rendez-vous des acteurs économiques à impact positif dédié aux chefs d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Christian Langa, un invité dont le travail s'inscrit au cœur de la santé. Il est notamment le fondateur du cabinet paramédical de la Renaissance. Bonjour Christian, je peux vous appeler ainsi? Bonjour, bonjour Emma. Enchanté, un véritable plaisir de venir au sein de vos bureaux pour parler de ce cabinet déjà. Plaisir partagé. Alors, dans un premier temps, est-ce qu'on peut revenir sur votre parcours et qu'est-ce qui vous a motivé à créer ce cabinet? Alors, je m'appelle Christian Nanga, je suis orthophoniste. J'ai été formé en orthophonie et très naturellement, je suis rentré à Dakar. À la base, je pensais pour une période plus courte, mais la vie a fait que je me suis installé là. Très naturellement, du fait de la formation que j'avais, j'ai intégré un cabinet, puis j'ai créé le mien. Et de manière un peu plus volontaire, j'ai donné une structuration à ce cabinet qui ressemblait, qui correspondait beaucoup plus à ce que j'avais en tête en termes de vision et en termes de possibilité de satisfaire la créativité que j'avais. Donc voilà comment ça s'est fait, de manière très simple et très naturelle. Un très beau parcours aujourd'hui qui vous a permis d'avoir une opportunité que vous avez réussi à saisir. On parle de l'orthophonie dans un premier temps. Est-ce qu'on peut revenir sur ces thématiques? Qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, l'orthophonie, c'est une discipline du paramédical qui est au carrefour de la santé, de l'éducation, des sciences sociales, de la psychologie aussi, puisqu'il en faut. Et aujourd'hui, c'est une discipline qui se développe. C'est une discipline qui est plutôt jeune, mais qui se développe et qui répond à des besoins et à des thématiques très actuelles. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur les offres de services que vous proposez au sein du cabinet? C'est un cabinet à dominante orthophonique. Donc, la base de notre offre reste l'évaluation orthophonique via les bilans, ce qu'on appelle les bilans en orthophonie. Les bilans vont permettre d'observer les patients qu'on a, de relever leurs difficultés, de créer un peu une forme de profil, on va dire, et de diagnostiquer des troubles ou des difficultés pour lesquels on va mettre en place un plan thérapeutique et lancer une rééducation. Ça, c'est la deuxième partie de l'offre. Et voilà un peu. C'est vrai qu'on parle des troubles aussi et de la thérapie, chose que je ne savais pas. Est-ce qu'on peut revenir sur cette notion-là thérapeutique aujourd'hui qui vous incombe aussi? Oui, quand on parle de thérapie, on parle de rééducation. La rééducation orthophonique est une thérapie. Est une thérapie parce qu'on va toucher à des domaines différents, très variés souvent, comme le langage oral, le langage écrit. On va travailler sur ce qu'on appelle les fonctions exécutives, tout ce qui est attention ou mémoire. On va travailler sur la voix aussi. Et ce sont les éléments qui sont en réalité concernés par la thérapie dont on parle. Vous êtes présent sur les Sénégal depuis plus de 10 ans, hein, si je ne me trompe pas. J'aurais une question de curiosité. Quels sont les troubles les plus fréquents que vous avez observés ici au niveau local? C'est une question très intéressante. La plupart du temps, parce qu'on a une patientèle qui est plutôt à majorité constituée de jeunes, d'enfants et plutôt scolaires, on va se retrouver sur la plupart du temps des difficultés ou des troubles du langage écrit. Mais sur les dernières années, on a eu beaucoup de langage oral. Et on a eu beaucoup de langage oral. On peut parler des suites du Covid. On a eu une période autour de 2020, à partir de 2020, où des personnes se sont retrouvées confinées du fait du Covid. Donc les habitudes de la société ont changé. Il y a eu beaucoup plus d'écrans. Il y a eu des perturbations concernant le développement du langage chez beaucoup d'enfants issus de cette génération-là qui étaient en train de voir le langage se développer. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec une propension beaucoup plus importante de troubles du langage oral. Et aujourd'hui, donc si on me demande quel est le trouble qui me marque le plus, c'est vraiment le langage oral. On en a beaucoup. Et est-ce qu'on peut aujourd'hui guérir totalement d'un trouble du langage oral? Un trouble du langage oral, alors c'est là que c'est intéressant, il faut voir la différence entre ce qu'on appelle un trouble et une difficulté. Une difficulté, un trouble, une difficulté, même un retard. Une difficulté, on va pouvoir la surpasser. Un retard, on va peut-être pouvoir le rattraper. Et un trouble, on va pouvoir le compenser. Donc, l'idée de la rééducation, c'est de trouver des moyens de compensation du trouble. C'est de trouver une manière de rattraper un retard. Et c'est aussi parfois trouver une possibilité ou une manière de
de dépasser ce qui ressemble à une difficulté. Mais très important, c'est d'être capable au moment du diagnostic de faire la différence entre ces trois-là. C'est fondamental. Et est-ce qu'il y a un âge précis ou c'est adapté à tout type de personnes, d'âge, pour se faire diagnostiquer, aussi aider en ce sens? Le plus tôt possible. Le plus tôt possible, ne pas avoir l'hésitation, ne pas aller sur Google, ne pas aller chercher l'information ailleurs que dans les cabinets de personnes spécialisées. C'est ce que je conseillerais. Donc le plus tôt possible, toujours. On parlait de rééducation, justement, et j'avais une question par rapport à l'entourage aujourd'hui de la personne concernée. Quel rôle joue la famille aujourd'hui dans le processus de rééducation d'une personne atteinte? C'est un rôle majeur. C'est un rôle majeur et au cabinet paramédical de la Renaissance, nous mettons un accent fort sur l'importance et la présence de la famille parce que ce qu'il faut garder en tête de manière purement logique, c'est que nous recevons ces patients 1 à 2 fois par semaine, mais c'est leur famille les familles sont aux côtés des patients. Donc c'est important de voir la famille comme une possibilité de relais, une réelle opportunité de faire passer des consignes et de pouvoir transmettre ou faire des exercices, de suivre, et puis ça devient de vrais relais. Et les familles, la plupart du temps, quand elles accompagnent les patients et quand on a les rendez-vous pour le bilan orthophonique, beaucoup de familles découvrent en réalité l'importance de leur rôle pendant l'entretien clinique qu'on a, puisqu'on a le bilan orthophonique qui est toujours précédé d'un entretien clinique. Et ce que je trouve beau et très touchant, c'est que ces familles-là, souvent, voient un rôle qu'elles embrassent et les patients voient des personnes qui acceptent une forme de demande d'aide qui existait mais qui n'avait pas nécessairement été entendue. Une dimension très profonde aujourd'hui de l'accompagnement que vous offrez, je trouve. Pour moi c'est, en tout cas dans notre manière de voir les choses, c'est quelque chose de très naturel. Et ce qui est formidable, c'est que nous recevons des familles et nous passons des moments qui sont assez profond. Ça, c'est ce que les gens ne savent pas, parce qu'il nous arrive, moi, il m'arrive personnellement, de raccompagner des familles repartir et d'avoir besoin de 5-10 minutes, parce que ce qui vient de se passer est juste extraordinaire. On a des gens qui prennent conscience, on a des larmes parfois, on a beaucoup d'émotions, on a des patients qui se rendent compte qu'ils avaient une famille qui était là et qui voulait aider, mais qu'ils n'entendaient pas. On a parfois une famille qui est là et qui se rend compte que le patient avait besoin d'une aide qui n'arrivait pas. Et parfois, le thérapeute, c'est pas seulement la personne qui répare, c'est aussi la personne qui est capable de choisir les bons outils et de les mettre dans la main de la personne qu'il faut. C'est important de le comprendre aussi. On ne fait pas tout nous-mêmes. Une très belle vision. Vous développez aussi des actions de prévention et de sensibilisation. J'aimerais savoir quel impact observez-vous concrètement sur le long terme? Sur le long terme, alors il y a des choses qu'on observe aujourd'hui déjà, il y a des choses, comme c'est du long terme, qu'on espère voir. La première chose, c'est une appréciation différente des troubles de la part des personnes qui entourent ou qui sont au contact de nos patients au quotidien. Nous recevons très souvent des personnes qui, je peux le dire, qui sont en souffrance, qui parfois viennent trouver, avant la rééducation, une explication, une étiquette à leur souffrance. Cette étiquette, elle prend parfois du temps à être digérée ou à être comprise par les patients et par leur famille. Et très souvent, les personnes qui sont autour ne comprennent pas cette étiquette. Donc, la rééducation, la prise en charge se fait dans nos locaux, mais c'est important pour qu'elle se fasse de manière écologique et pour qu'on ait de meilleurs résultats, c'est important que les personnes autour, que la société comprenne les étiquettes qui sont sur la table, bien que le terme étiquette n'est pas très beau, mais que la société comprenne les enjeux qui se jouent. Et pour moi, la prévention, c'est un outil formidable. Effectivement, mais c'est vrai que sur le plan de la sensibilisation que vous venez de citer plus haut, je pense que ça peut favoriser aujourd'hui cette compréhension massive peut-être, et aussi l'importance de se faire aider quand on a peut-être des troubles comme ceux-ci. Tout à fait. L'importance de se faire aider, l'importance de comprendre qu'on a besoin d'aide. Déjà. Parce que déjà, ce n'est pas toujours qu'on comprend qu'on a besoin d'aide. Et pour moi, je pense avec beaucoup de respect et de bienveillance à des parents qui prennent un rendez-vous, qui appellent et qui vont vous dire, donc la conversation va commencer comme ça, j'aurais dû venir depuis longtemps et voilà, je n'arrive que maintenant. Il y a une espèce d'excuse qui est posée, vous voyez, au début de la conversation, et ce que j'aime bien souvent dire, c'est vous êtes là maintenant, c'est le plus important. Et souvent, en fait,
ces personnes-là n'ont pas pris conscience du besoin d'aide. Et elles ne prennent conscience parfois qu'un peu plus tard, on travaille avec. C'est vrai qu'en parlant de travail aujourd'hui, en tant que spécialiste en orthophonie, vous êtes aussi chef d'entreprise. Oui. Comment est-ce que vous arrivez à concilier les deux? Parce que ce n'est pas juste la partie aujourd'hui de l'aide que vous apportez à vos patients, mais il y a tout l'écosystème d'un chef d'entreprise qui vous incombe. Et c'est pour ça que c'est formidable comme travail. On n'a pas 2 journées qui se ressemblent. Après, il faut être très accroché parce qu'il y a beaucoup de challenges. On n'envisage pas l'orthophonie, alors je vais peut-être généraliser un peu, ne m'en veuillez pas pour ça, mais on n'envisage pas nécessairement l'orthophonie ou même les responsables du soin comme des chefs d'entreprise parce que ce sont deux dimensions qu'on a l'impression qui ne doivent pas cohabiter. Il y a des réalités aussi. Quand on reçoit des gens dans un cabinet, on les reçoit dans un local, on a des charges en tant que responsable, et puis il y a une équipe, il y a une gestion, il y a une manière de faire fonctionner cette vision, tant et si bien qu'on a une vision, c'est important. Et dans mon cas, ce qui me donne la force, parce qu'il faut de la force aussi pour gérer une entreprise, c'est la créativité. En créant le cabinet paramédical de la Renaissance tel que je l'entendais, tout à l'heure je parlais de vision, il y avait toute une idée de créativité, toute une idée de création, qui allait. Et c'est ça aujourd'hui qui me permet de continuer, d'avoir des idées, de tenter. Parfois ça marche pas. Et puis de voir et d'apprendre, parce qu'on n'est pas né chef d'entreprise. On arrive peut-être avec une graine d'entrepreneur en nous, mais cette graine, il faut l'entretenir et l'arroser et regarder comment les autres fonctionnent et s'en inspirer et comprendre comment nous on est. On sent vraiment la passion par rapport à ces disciplines que vous exercez. On arrive au terme de cet entretien, Monsieur Nanga. Est-ce que vous auriez un dernier message à faire passer? Un dernier message à faire passer. D'abord, une chose à laquelle je pense, parce qu'on a parlé c'est en 2 points si vous permettez. Le premier point, c'est on a parlé de l'entreprise. Il y a beaucoup de difficultés aussi. Il y a beaucoup de difficultés. Nous sommes une profession qui est jeune, dont on ne parle pas beaucoup. On est en train de faire évoluer les choses. On va faire face très souvent à des attentes. On va recevoir des patients un peu tard. Parfois, on fera face aussi à des attentes qui sont un peu plus importantes. Nous sommes en train de structurer, en tout cas c'est une profession qui cherche à se structurer et c'est pour ça que c'est très 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 important que chaque orthophoniste puisse lui-même être structuré en son cabinet et présenter une offre, une véritable offre organisée. Et là où je veux attirer l'attention, c'est que c'est aussi un métier où on est, en tout cas peut-être pas l'orthophonie, mais on va parler de la vocation d'entrepreneur, c'est aussi quelque chose qui se porte et où on est extrêmement seul. Pour moi, c'est très, très, très important de le souligner. Les gens n'ont pas nécessairement cette perspective de nous, puisqu'ils viennent chercher un soin, ils repartent, et ils ne se disent pas, mais la personne que j'ai laissée dans son bureau, elle traverse aussi un tunnel de temps en temps. Ce tunnel peut être très long, très sombre. La solitude, c'est très difficile. Mais il faut garder en tête, et je m'appuie et je m'inspire très souvent de mes patients, que très souvent, si on veut arriver au sommet, il faut grimper, ça peut être très difficile. Donc voilà un peu. Et concernant les patients, ce que j'ai envie de dire, c'est n'attendez pas. On en a parlé tout à l'heure, n'attendez pas. Quand il y a un doute, la meilleure manière de répondre à un doute, c'est l'action. Si on répond à un doute avec de l'attente, on crée de l'anxiété. Et pour moi, ça, c'est... ça se traduit par quoi? Ça se traduit par prendre le téléphone, appeler, aller sur les réseaux sociaux, faire un signe, en tout cas contacter, lancer une démarche, parce que de toute façon, quand on lance une démarche, c'est pour tenter de comprendre et on commence à comprendre avant de commencer à guérir ou à être rééduqué. Donc c'est un peu ce que j'ai comme message à la fin. Un très beau message de fin, Monsieur Nanga. Merci infiniment. Merci beaucoup. Avec grand plaisir pour ce beau partage. Et aussi, si on peut avoir peut-être les coordonnées ou les réseaux sociaux pour pouvoir prendre rendez-vous. Oui, alors vous avez tout sur le site du cabinet qui est www.cabinet-renaissance.com. Il y a tout ce qui est réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, on est même sur TikTok.
On se met à l'heure de la modernité. On innove, c'est important. C'est important et c'est important de... Alors, innover, je sais pas, mais c'est important de S'adapter peut-être, oui, suivre la oui, tendance. exactement. Alors, suivre la tendance, s'adapter. Moi, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je... TikTok, par exemple, c'était pas un réseau sur lequel j'étais beaucoup. Et puis, quand je me rends compte qu'il y a beaucoup de monde dessus, mon idée, c'est de dire, mais si j'ai un message à faire passer, il faut que j'aille là où les gens sont pour le faire entendre. Effectivement. Et donc, on mène de belles actions aussi sur les réseaux sociaux. Donc, je donne rendez-vous aux personnes qui regarderont cette émission sur notre site internet et sur les réseaux sociaux, sur Instagram et TikTok et autres. Merci beaucoup, Monsieur Nanga. Merci encore à vous. Avec grand plaisir. Merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de BBI.